Bienvenue sur Angers Télé pour cette nouvelle session d'information. Nous sommes le jeudi 24 octobre. Voici ce qu'il faut retenir dans l'actualité. Une nouvelle campagne d'extraction de munitions est en cours dans l'ancienne carrière d'Ardoise à Avrier. Explication à suivre dans ce journal. La ministre de la Justice, Christiane Taubira, est attendue ce vendredi à Angers. Pour parler des motifs de sa venue, nous recevons aujourd'hui Claudine Thomas, bâtonnier du barreau d'Angers. Enfin, nous irons visiter le château du Plessis-Massé dans des conditions un peu particulières. Reportage en fin de journal. Mais avant de développer ces titres, cette info pratique, plusieurs lots de steak haché surgelé de la marque Maxi Saveur et vendu dans les magasins DIA entre le 4 et le 23 octobre seraient impropres à la consommation. Des traces de la bactérie Escherichia coli ont été détectées dans la viande et pourraient donc provoquer des douleurs abdominales, de la fièvre ou des vomissements si les steaks sont consommés crus ou peu cuits. En cas de doute, n'hésitez pas à ramener les lots de 10 steaks surgelés dans les points de vente où ils ont été achetés. 4 millions de grenades y auraient été immergées. Les hommes du service de déminage de Nantes sont à pied d'œuvre depuis lundi sur le site du Lac Bleu d'Avrier pour une 9e campagne d'extraction de munitions, des obus ou des grenades qui datent de la Première et de la Seconde Guerre mondiale. Retour historique sur ce chantier de dépollution avec Fabrice Gadon. C'est un plan d'eau comme il en existe beaucoup d'autres dans notre région. Pourtant, l'histoire du Lac Bleu à Avrier est bien particulière. Pendant de très nombreuses années, on y a en effet entassé des dizaines et des dizaines de tonnes de munitions de la Première et de la Seconde Guerre mondiale. Lors d'une campagne de dépollution en 1997, 40 tonnes de grenades avaient ainsi été retirées des eaux du lac. On ne peut pas le dépolluer complètement parce qu'il y a des grenades qui datent de la guerre de 14. Donc ça fait 100 ans maintenant qu'elles y sont. Il n'y a plus de danger d'explosion de ces grenades. Elles se sont délitées dans l'eau. Malheureusement, ce n'est pas idéal, bien sûr. Mais il y en a tellement, puisqu'on dit qu'il y aurait plusieurs milliers de tonnes. C'est absolument impossible de les retirer. Depuis le début de cette semaine, les plongeurs de la sécurité civile traquent des roquettes allemandes de la Seconde Guerre mondiale. Une fois identifiées au fond de l'eau, ces munitions font l'objet d'un balisage à l'aide d'un ballon. Elles seront ensuite centralisées mardi pour être transportées à Fontevraud où elles seront détruites sur un terrain militaire. Et même s'ils sont habitués à ce genre d'intervention, les démineurs prennent toutes les précautions indispensables. Le danger, oui, et le danger de la plongée par elle-même, bien sûr, puisqu'on travaille sur des profondeurs de 25 mètres. Donc il y a le danger de la plongée, il y a le danger de la munition par elle-même, mais qui n'est pas dangereuse tant qu'elle n'est pas sortie de l'eau et transportée et manipulée. Mardi, entre 12h30 et 17h, un périmètre de sécurité de 200 mètres sera d'ailleurs activé autour du lac Bleu, histoire de parer à toutes les éventualités. À partir du moment où c'est dans l'eau et que c'est assez profond, puisque c'est à plus de 20 mètres de profondeur, eh bien, il n'y a pas de danger pour les habitants autour. Mais néanmoins, quand on fait cette dépollution, au moment où on va retirer les roquettes, eh bien, bien sûr, on le fait pendant les vacances scolaires, c'est-à-dire que le collège qui est à moins de 500 mètres, eh bien, il n'y a personne dedans. Et puis, s'il y avait des problèmes particuliers, on serait obligé d'évacuer les maisons pendant la journée. Mais je crois que d'après ce qu'on me dit, il n'y aura pas de problème particulier cette fois-ci encore. Cette 9e opération de dépollution du site ne sera vraisemblablement pas la dernière. L'histoire du Lac Bleu d'Avrier va donc continuer à s'écrire dans les prochaines années, un siècle tout juste après le déclenchement de la Première Guerre mondiale. Christiane Taubira, la ministre de la Justice, sera vendredi en terre angevine. La garde des Sceaux est en effet attendue en début d'après-midi à la Maison de la Justice et du Droit avant d'inaugurer le guichet unique du greffe au Palais de Justice. Pour évoquer cette visite et ses enjeux, je reçois aujourd'hui Claudine Thomas, bâtonnier du barreau d'Angers. Bonjour. Bonjour. Alors, je viens de le dire, la ministre vient inaugurer le nouveau guichet unique du greffe. Qu'est-ce que c'est ? Alors Lugu, je vais essayer de vous expliquer simplement ce que c'est et en réalité vous dire avant tout que ça procède d'une volonté de rationaliser les choses, de faire des économies et cela vaut pour tous les palais de justice de France. En ce qui concerne Angers, l'idée a consisté en réalité à essayer de rationaliser l'accès à l'information, l'accès aux démarches. Le palais de justice, c'est
un grand ensemble, il comporte 4 niveaux, des couloirs très longs dans lesquels l'on déambule, c'est perte de temps pour les avocats, pour les justiciables, mais également pour les greffiers qui sont toujours en nombre insuffisant et dont il faut rationaliser le temps de travail. Donc l'idée, c'est d'utiliser en fait cette belle salle des pas perdus dans laquelle on a installé, alors si j'étais méchante, je dirais des cabanes. Bon, c'est un petit peu, voilà, c'est un petit peu mieux que ça. Et on a essayé, voilà, de pas trop dénaturer le site pour installer ces bureaux dans lesquels doivent travailler une demi-douzaine de greffiers à peu près. Nous avons, nous les avocats, une salle de consultation qui nous est réservée lorsqu'on a des courriers ou des écrits à faire avec nos clients. Et puis une salle également qui est réservée pour les associations. Alors, on s'en rappelle, il y a quelques semaines, vous et vos confrères avocats, vous êtes montés au créneau contre la réforme de l'aide juridictionnelle voulue par Madame Taubira. Vous pouvez nous expliquer un petit peu? Alors c'est vrai que ça faisait longtemps que le feu couvait. C'est vrai que nous n'avions de cesse de revendiquer une augmentation de la rémunération au titre de l'aide juridictionnelle. Nous sommes en 2013 et en réalité la rémunération n'a pas été augmentée depuis 2007. Et au lieu d'une augmentation de la rémunération, c'est une diminution en réalité qui a été annoncée et qui faisait perdre en réalité aux avocats quasiment 9% de rémunération sur les missions effectuées au titre de l'aide juridictionnelle, ce qui bien évidemment n'était pas acceptable. Alors finalement, la ministre a reculé, a fait marche arrière. Quelles sont vos préconisations pour refonder cette aide juridictionnelle? Voilà, c'est vrai que c'est compliqué. Elle a reculé, elle n'a pas reculé contre les avocats. Elle a surtout gagné contre Bercy. Je crois que c'est en réalité là que les enjeux se font et se défont. Et c'est vrai qu'il faut, nous aussi les avocats, nous avons notre participation dans cette pénurie de moyens financiers. Il faut réfléchir à un nouveau mode qui permette de financer sur le long terme l'aide juridictionnelle. C'est pas nouveau, il y a eu des années de silence et d'inertie. Il y a un certain nombre de pistes de réflexion. Il y en a 3 notamment. Il faudra bien qu'on s'accorde sur l'un ou l'autre de ces systèmes pour financer de manière pérenne et durable l'aide juridictionnelle qui ressort en tout cas de la solidarité nationale. C'est ce qu'a affirmé encore une fois Madame Taubira. Juste un mot sur... on parle de la réouverture du tribunal de grande instance de Saumur. Vous avez des informations ? Des informations, oui, c'est vrai que la fermeture était une première erreur. La deuxième, la réouverture est une deuxième erreur. Cela dit, voilà, on en prend acte. Bon, l'ouverture est annoncée de manière assez précise au 1er septembre 2014. Bon, il faut pendant ce temps-là recruter les greffiers, recruter les magistrats, défaire les travaux qui ont été faits tout au long de l'année 2012-2013. Ça va prendre évidemment un petit peu de temps. Mais je pense qu'a priori, si ce n'est pas le 1er septembre, ce sera pour le 1er janvier 2014. Très bien. Merci beaucoup, Claudine Thomas. On ouvre une page sport en football. Les Noirs et Blancs se déplacent à Metz ce vendredi soir dans le cadre de la 12e journée de Ligue 2. Une rencontre au sommet, au parfum de Ligue 1. Les Messins lorgnent en effet sur la première place du podium, occupée par le SCO. Stéphane Moulin. Évidemment, c'est un Symphorien, il y a une histoire, il y a une âme, et puis certainement que le public sera très nombreux, donc ça va ressembler, je ne sais pas en termes de qualité de jeu, mais en tout cas dans l'environnement, dans l'approche du match, ça ressemble à un match qui sent bon la Ligue 1. Bon, pas forcément en pensant qu'on va ou que les Messins seront là-haut à la fin, mais en tout cas dans l'approche et la préparation, c'est vrai qu'on n'a pas besoin de faire de grands discours pour préparer ce match-là. C'est un bon test. J'attends de voir comment on va réagir dans un climat et une ambiance un peu différente de tout ce qu'on a pu voir aujourd'hui, parce que un public chaud à Metz, une équipe qui est en pleine euphorie, qui va vouloir nous imposer certainement son allant, son pressing. Donc comment on va se comporter dans ce contexte-là, ça m'intéresse. En basket, à noter la nouvelle défaite des joueuses de l'UFAB mercredi soir à la salle Jean-Bouin face à Nice. Une 4e déconvenue pour les promues angevines qui jouaient pourtant contre les dernières du classement de Ligue féminine. Compte rendu du match par Thierry Lardeux. On appelle ça la loi des séries. Les basketteuses de l'UFAB se sont inclinées ce mercredi soir face à Nice 67-73. Une 4e défaite en 4 matchs pour les Angevines
qui sont désormais lanternes rouges de la Ligue féminine. L'histoire avait pourtant bien commencé. Dans ce duel de promus, les filles de David Girandière ont même mené de 16 points en début de rencontre. Mais c'était sans compter sur leur manque de régularité et sur la hargne des Niçoises. Je pense qu'on passe à côté d'une victoire, on aurait pu l'avoir et on est un peu déçus. Mais on se concentre maintenant sur le prochain match et on espère bien le gagner. C'est un peu dur, mais on reste solidaires et je pense que les victoires vont arriver bientôt et on continue à travailler et ça sera la seule clé, je pense. On fait 6 sur 6 au lancer franc et tire 20 lancers francs. Il y a 5 points d'écart à la fin. Il y a des fautes qui ne sont pas sifflées, ça fait partie du jeu. Mais voilà, je suis un petit peu... Enfin voilà, je ne sais pas quoi faire vis-à-vis de ça. Il va falloir que la roue tourne un petit peu à notre faveur vis-à-vis du corps arbitral. Maintenant, c'est comme ça fait partie du jeu. J'espère bien que la roue à un moment donné va tourner de notre côté. Samedi prochain, les basketteuses angevines seront opposées à Villeneuve d'Ascq, actuellement 3e au classement. Elles enchaîneront ensuite avec un autre déplacement à Lyon. Tout cela n'est pas très rassurant pour les promues angevines qui vont devoir rapidement prendre des points pour ne pas décrocher au classement. En bref, les handballeurs d'Angers-Noyant se rendent à Mulhouse ce vendredi soir pour le compte de la 7e journée de D2. Sur le papier, ce déplacement chez le co-leader n'a rien d'une partie de plaisir pour les Angevins qui restent sur une série de 6 matchs sans victoire. On referme ce journal avec une idée de sortie originale. Le château du Plessis-Massé vient de relancer ses visites en nocturne. L'occasion de découvrir ou de redécouvrir le monument et ses communs sous un angle nouveau, simplement éclairé par des bougies. Ambiance. L'obscurité est tombée sur le château du Plessis-Massé. Il est 20h et la visite peut commencer. À la lumière des lampes torches, le logis seigneurial, ses couloirs et son mobilier se découvrent autrement. Ce mardi soir, une trentaine de personnes ont participé à la reprise des visites en nocturne du monument du XVe siècle. Une initiative originale qui s'était arrêtée en 2008. On a des rapports très différents les uns les autres avec l'aspect nocturne, avec la nuit en général. Et quand on rentre dans un château dans le noir, ça, voilà, que ce soit pour les enfants ou pour les adultes, ça donne toujours une impression assez particulière. L'autre chose qui nous importait, c'était aussi de relancer ce type de proposition vers le public pour faire découvrir le château et également ouvrir en fait des espaces qu'ils ne voient jamais. Et c'était une bonne occasion pour nous, par exemple, de leur ouvrir une des tours en fait qui n'est pas accessible du tout dans l'année. En ce qui concerne le style de ce meuble, on a affaire à du mobilier, donc Louis XVI. Le style Louis XVI qu'on reconnaît comment? Grâce à ses pieds fins et filés, et donc cannelés, avec des petites nervures. C'est étonnant et je trouve que ça nous amène un peu de curiosité sur chaque détail qui aurait pu nous échapper autrement. Il y a un petit côté plus festif, ça nous amène une curiosité et puis il y a une façon de voir le château un peu différente. Hein. Ouais, je trouvais ça vraiment très très chouette. Hein. C'était vraiment très beau et on a bien aimé tous les détails et comment c'était décoré. Ouais, moi j'ai trouvé ça très intéressant et on a appris plein de choses sur la vie d'autrefois et tout ça. Pour ces visites intimistes de nuit du château du Plessis-Massé, comptez de 5 à 7 €. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Vendredi soir, changement de décor. Nous serons à Trélazé pour vous faire découvrir l'exposition 49 regards aux anciennes écuries des Ardoisières. À demain donc pour le dernier journal de la semaine.